Eh bien, bienvenue à tous dans cette série de webinaires organisés par le Cercle Montesquieu et l'EFB à l'occasion de la pandémie pour évaluer les conséquences de cette pandémie au plan juridique. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux impacts de la pandémie sur les M&A, sur les fusions-acquisitions. Et pour ce faire, nous avons réuni un panel de très grande qualité avec différents intervenants que je vais laisser se présenter à tour de rôle. Sonia Bonnet-Bernard, Julien Weber, Damien Catoire. Et je- nous enchaînerons ensuite sur ce séminaire que nous allons diviser en trois thématiques principales. D'abord, un point sur le marché du M&A avant, pendant et puis surtout après la pandémie, qui seront avec des développements surtout de Julien Weber. Puis nous examinerons comment le processus transactionnel M&A au plan juridique est affecté par le Covid-19 et nous examinerons ça avec Damien Catoire, moi-même et Damien Catoire. Et puis nous terminerons sur la partie la plus importante dans une transaction de M&A qui concerne le prix et la valorisation avec les lumières que nous apportera Sonia Bonnet-Bernard dans quelques minutes. Mais je commence peut-être par vous laisser vous présenter. Je laisse peut-être Sonia commencer, puis Julien, puis Damien. Oui, merci Jean-Claude et bonjour à tous. Je suis Sonia Bonnet-Bernard. J'étais jusqu'à récemment, jusqu'au 30 avril, associée chez EY en Transaction Advisory Services, donc le service à la transaction. Et depuis le 1er mai, j'ai créé ma propre boutique qui s'appelle Associée en évaluation et expertise financière. Comme son nom l'indique, je fais donc de l'évaluation essentiellement et l'expertise financière. Julien. Bonjour, merci beaucoup Jean-Claude. Donc mon nom est Julien Weber, je suis Managing Director au sein des équipes de Morgan Stanley en charge de la couverture notamment des institutions financières pour la France et quelques géographies avoisinantes. Ok. Damien. Damien. Bonjour à tous, bonjour. Donc je suis Damien Catoire, je suis Deputy General Counsel chez Atos où je suis en charge en particulier des sujets corporate et M&A et j'ai eu une première carrière en cabinet d'avocat d'affaires où je me spécialisais en M&A d'abord aux États-Unis chez Skadden et puis en France chez Darrois. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, un panel de première qualité. Moi-même, Jean-Claude Rivalan, associé M&A chez Alain Hanovry depuis plus d'une vingtaine d'années. Auparavant, j'ai passé plus d'une dizaine d'années au cabinet Gilles Laurette Noël, à faire aussi des acquisitions et un peu de droit de la concurrence aussi au début de ma jeune carrière. On va commencer donc avec l'analyse de marché qu'on va demander à Julien de bien vouloir nous présenter, sachant que évidemment le marché du M&A n'échappe pas au ralentissement économique mondial, ça paraît évident. Moi j'ai juste noté, et je suis sûr que Julien aura beaucoup de choses à nous ajouter, à rajouter là-dessus, mais qu'il n'y avait pas eu une opération à plus d'1 milliard d'euros depuis mi-avril, ce qui n'était pas arrivé depuis 2004. Donc j'imagine que les perspectives et l'état du marché ne sont pas très bons, Julien. Oui, non, effectivement, on peut commencer effectivement par dresser un tableau assez négatif de ce qui s'est passé sur les dernières semaines. Et on constate effectivement un ralentissement très important des opérations de fusion-acquisition depuis le début de la pandémie. Donc ralentissement effectivement en nombre et en fréquence des opérations. Alors, pour vous donner un petit peu quelques idées, je dirais, dans un premier temps, tous les processus M&A ou quasiment tous les processus M&A qui étaient en cours ont bien souvent aujourd'hui été arrêtés ou mis en pause s'ils n'étaient pas déjà arrivés à des phases, on va dire, avancées de discussion entre acheteurs et vendeurs. Et ce, pour plusieurs raisons. On a tout d'abord une première réaction qui est celle d'acheteurs beaucoup plus prudents qui ne souhaitent pas aujourd'hui prendre des risques sur des opérations de croissance externe dans un environnement qui est forcément beaucoup plus incertain.
Les acheteurs ont commencé par se refocaliser sur leurs problématiques internes, par redéfinir les priorités pour leurs équipes, libérer du temps éventuellement sur un certain nombre de dossiers internes, et donc se focaliser sur la continuité opérationnelle plutôt que sur les développements stratégiques. Le deuxième point est qu'on est dans un environnement, et on y reviendra tout à l'heure avec Sonia, j'en suis sûr, qui fait peser une incertitude beaucoup plus forte sur les niveaux de valorisation. Donc on aborde généralement les valorisations sous plusieurs angles, soit au travers de comparaisons avec des acteurs comparables, cotés bien souvent, ou au travers d'analyses intrinsèques. Or, quand on regarde les comparables de marché, ils se sont souvent effondrés au cours des dernières semaines, et donc ça peser très fortement sur les valorisations, et les analyses intrinsèques que doivent nécessairement faire les acheteurs sont aujourd'hui beaucoup plus compliquées. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de définir avec certitude les business plans sur lesquels on est prêt à faire une opération. Il est également beaucoup plus difficile de figer un certain nombre de paramètres de valorisation tels que le coût du capital auquel on est prêt à faire une opération et auquel on doit valoriser les flux éventuels. On y reviendra, j'en suis sûr, dans quelques instants. Mais au-delà des acheteurs nécessairement beaucoup plus prudents, on constate également que les vendeurs sont également plus frileux à faire progresser des opérations de M&A aujourd'hui, pour les raisons de valorisation que j'ai évoquées, mais également parce que les processus sont beaucoup plus compliqués. Et l'issue est plus incertaine. On voit évidemment donc des acheteurs se retirer, donc un champ concurrentiel sur nos opérations M&A plus restreint, des valorisations qui souvent plaisent moins aux vendeurs, et des difficultés logistiques également aujourd'hui à faire prospérer certains processus. Dans l'environnement actuel, conduire une due diligence sur un actif est beaucoup plus compliqué. Alors certes, on avait développé au cours des dernières années beaucoup d'outils virtuels, des data rooms virtuels, grâce aux équipes de transaction services. Les vendors due diligence aident beaucoup, mais c'est très difficile néanmoins de concrétiser une opération et d'aller présenter à un board une opération quand on n'a pas eu des interactions en face à face, en direct, avec les équipes de management d'une cible éventuelle. Donc là aussi, ça crée une série de frictions qui rendent les opérations actives en cours plus compliquées. Et donc, on a vu toute une série de processus de notre côté être mis en pause, être décalés dans l'attente d'une stabilisation du marché et des conditions sanitaires. Ce qu'on a constaté également, et je citerai le cas Covea PartnerRe de ces derniers jours, qui a été un exemple un peu emblématique, même certaines opérations déjà annoncées et qui pourtant pouvaient revêtir un caractère vraiment stratégique pour l'acheteur, on fait l'objet de renégociations de prix, voire de retrait, comme c'est le cas de Covea sur les dernières 48 heures. Pourquoi? Évidemment, pas évident là encore pour un board d'aller justifier que l'opération a été maintenue au même niveau de valorisation alors que le reste des comparables et du marché a pu s'effondrer. Donc, j'ai commencé par un panorama assez noir sur le nombre d'opérations, sur la fréquence des opérations de M&A que nous, on peut constater à côté banque d'investissement. Je dirais que pour autant, le panorama n'est pas totalement négatif sur ce M&A, et pendant cette crise économique, on voit quand même une série de dialogues stratégiques et de réflexions qui laissent penser que à moyen terme,
on va voir revenir une série d'opérations et de transformations dans nos secteurs économiques. Alors, je commencerai par les acteurs qui aujourd'hui se frottent les mains et regardent le marché avec beaucoup d'intérêt, notamment les acheteurs financiers, acteurs de private equity, qui continuent d'avoir des moyens financiers importants et qui sont prêts à les déployer, voire qui sont à l'affût d'opportunités de rentrer d'acheter des sociétés à des niveaux de valorisation qu'ils n'avaient pas vus depuis bien longtemps. Donc de ce côté-là, des acheteurs qui restent disposés à intervenir et à mettre en mouvement leurs moyens financiers. Mais je dirais cet espoir n'est pas uniquement du côté des acheteurs financiers, on le voit également du côté des acheteurs stratégiques qui se posent la question notamment de la sortie de crise. Et dans nos dialogues, ce qu'on constate souvent, c'est trois logiques qui peuvent amener à un retour du M&A. Je dirais, premièrement, les situations ou les environnements de crise exigent souvent des adaptations fortes de la part des sociétés, notamment des réductions de coûts. Or, les opérations de rapprochement se font souvent dans ces contextes de sortie de crise. Je prendrai un exemple dans mon secteur financier qui est celui de la création d'Amundi en 2009, qui était réellement dans cette logique de consolidation, de renforcement d'un acteur et de réduction des coûts. Deuxième point qui motive cette réflexion à moyen terme, certains acteurs ont pu constater que la crise les a particulièrement affectés du fait d'un manque de diversification et se pose du coup la question d'une évolution nécessaire de leur business model et donc d'aller faire des emplettes, d'aller éventuellement se renforcer en achetant d'autres lignes d'activité, d'autres géographies éventuellement pour diversifier à terme leur business model et éviter lors d'une prochaine crise éventuellement ce massacre boursier que certains ont pu connaître. Et dernière logique, je dirais que certains acteurs stratégiques restent fondamentalement bien positionnés. Alors certes, ils sont affectés par la crise de marché de manière un peu indifférenciée par rapport à leurs comparables, mais ils espèrent bien qu'en sortie de crise, le rebond leur soit plus favorable et que cela puisse leur permettre de faire des opérations stratégiques dans un contexte de valorisation un peu plus optimisé par rapport à leurs pairs. Je noterai à ce titre que ce qu'on constate nous sur les marchés, c'est un retour en force du stock picking au sein des logiques des asset managers, là où au cours des derniers trimestres, on avait essentiellement vu plus de logiques d'investissement par secteur, un peu indifférenciées. On voit les investisseurs, les fund managers revenir vers un stock picking pour essayer de sélectionner véritablement les acteurs qui sortiront de la crise les mieux positionnés et du coup qui leur permettront de bénéficier de ces sorties de crise. Voilà pour ce premier point de marché. Donc en conclusion, je dirais effectivement un environnement assez sombre sur les opérations en cours, avec une véritable pause sur beaucoup de secteurs. Mais on en est certain, et c'est pas le banquier d'investissement avide qui parle, une sortie de crise qui se traduira nécessairement par des reconfigurations sectorielles, des redéfinitions de business model et donc des opérations stratégiques qui reviendront. Ok, merci beaucoup Julien. Je pense que oui, peut-être juste un ou deux, trois mots à ajouter là-dessus. Tu mentionnais le fait que Covéa ait renoncé à son acquisition de partenaire Ray. Il faut souligner qu'il y avait pourtant un break-up fee de 150 millions d'euros. Donc, bon, c'est sûr que la valorisation, je crois, c'était plus de 30 milliards. Donc, vu la perte de valeur de cette activité-là, je pense que même 150 millions d'euros reste
une paille par rapport au montant qu'ils devaient investir, mais ça donne une idée de l'ordre de grandeur des montants qui étaient impliqués ici. Je donne aussi peut-être un contre-exemple de ce qu'on a pu voir du fait de la pandémie, c'était lors de la cession par Air Liquide de sa filiale allemande Schulke, qui fabrique de l'alcool, des produits hydroalcooliques, les fameux gels dont on a tant manqué à un moment donné. Évidemment, l'activité de cette filiale qui est en vente depuis à peu près 6 mois a explosé. Et à un moment donné, après avoir reçu les premières offres, Air Liquide s'est retourné vers les différents bidders en leur disant, bah, écoutez, il faudrait peut-être revoir votre prix à la hausse. Alors, je crois que finalement l'opération s'est faite sans que le bidder qui est gagné ait effectivement eu à remonter son prix, mais bon, on voit qu'en fonction des circonstances et des niches, il peut y avoir des exceptions. C'est un peu ce que tu disais, Julien, sur le fait qu'il y a des secteurs ou des niches qui vont continuer à être assez actifs. Et d'ailleurs, je pense que Damien, vous pouvez aussi nous donner un éclairage de ce point de vue-là, du point de vue d'Atos en particulier. Oui, alors nous, on est un peu un contre-exemple, on n'est pas forcément représentatif par rapport à ce qu'a exposé Julien, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est vrai que nous, on est dans le secteur des services informatiques et des infrastructures informatiques, qui est structurellement moins touché que d'autres secteurs et assez résilient. Hein. Les entreprises ont plutôt besoin, et plus qu'à d'autres moments, de leurs infrastructures informatiques et d'une haute disponibilité de leurs infrastructures. Et les contraintes en termes de cybersécurité sont hautes et on a des activités qui sont performantes dans ce domaine. Donc, structurellement, on a un business qui est moins impacté. Et deuxièmement, on a été actif avant, pendant et probablement après la pandémie, ce qui nous a positionné favorablement. On avait vendu la participation résiduelle qu'on avait dans Worldline juste au mois de février, au début du mois de février, pour 1,5 milliard d'euros, ce qui nous a donné une certaine marge de manœuvre financière, à la fois pour résister à la crise, bien sûr, aux impacts de la crise, mais aussi même pour continuer à être actif sur des opérations de M&A. Donc on n'a pas interrompu les process qui étaient en cours. On en a mené à terme en plein pendant l'épidémie, la période d'épidémie, la période de confinement. Et on continue des processus qui aboutiront sans doute après la crise. On a continué des processus de due diligence pendant la période critique et avec les contraintes logistiques que ça pouvait impliquer. Ça va être intéressant si je peux apporter un éclairage à cet égard. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Damien. Et ça illustre le fait qu'il y a certaines entreprises, certains secteurs qui traversent cette crise sans être trop affectés du côté M&A et même sans doute en position pour en profiter à leur avantage, ce qui est pas plus mal pour ceux qui sont dans cette situation. Donc, on voit malgré le tableau. Ouais. Pardon, Jean-Claude, si je peux juste ajouter un point sur ce qu'on constate, et pour rejoindre Julien sur les niveaux de valorisation, Ouais. même pour des secteurs comme nous qui sont relativement bien positionnés, c'est pas forcément jusqu'à maintenant le moment où on va pouvoir saisir des opportunités de façon opportuniste sur les niveaux de valorisation. On sait que les vendeurs, et on en reparlera, mettent toujours un peu plus longtemps à internaliser la baisse de valorisation. Donc c'est pas forcément les deals qu'on a pu faire, sont pas forcément. Alors les niveaux de valorisation bien sûr sont mis en cause et on teste le business model et les hypothèses de valorisation pour être sûr qu'elles restent pertinentes. Mais c'est pas maintenant ou dans les prochaines semaines qu'on va pouvoir faire des acquisitions à des prix nécessairement très dégradés. Comme l'a dit Julien, si les vendeurs n'ont pas des niveaux de valorisation intéressants, ils ne pourront tout simplement pas. Oui. Tout à fait. Sonia, on vous entend effectivement, pas. les vendeurs mettent. C'est effectivement c'est pas en situation de marché très dégradé que le M&A se renforce, clairement. Indirectement, ça peut avoir des effets positifs. Hein. Par exemple, Capgemini a pu finaliser son acquisition d'Altran sans trop de problèmes grâce à la chute des cours, hein, probablement. Mais en dehors de cette exception, je pense que c'est pas dans les marchés dégradés qu'on voit fleurir le marché M&A. Quand il n'y a pas de vendeurs, effectivement, il n'y a pas de marché. Ouais, Julien, tu voulais ajouter? Oui, non, je disais effectivement, les vendeurs mettent généralement quelques trimestres avant de s'adapter.
sur les attentes de valorisation. Donc on attend effectivement généralement plutôt voilà, un ou deux trimestres avant de voir justement s'il y a une reprise ou pas, quel est le format de la reprise économique. C'est un débat qu'on a beaucoup aujourd'hui avec nos clients, qui est de savoir quel va être finalement le profil de cette crise, à quel moment on voit le point bas, la reprise éventuelle, et à partir de quand on peut commencer à remodéliser certains scénarios de développement de cash flow sur les cibles. Ouais, tout à fait. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans la dernière partie. On va attaquer la deuxième partie, puisqu'on voit que même si le marché a été bien affecté et sans doute largement ralenti, il y a quand même des opérations en cours, des opérations qui ont été finalisées lorsqu'elles avaient été démarrées avant le démarrage du confinement, et puis d'autres qui démarrent en ce moment. Donc il y a toujours de l'activité, mais ce qu'on constate très clairement, c'est que les acteurs doivent s'adapter à ce nouveau contexte et en particulier sur le plan juridique, tout le process juridique des fusions-acquisitions doit s'adapter et faire face à un certain nombre de sujets. C'est ce que je propose qu'on examine rapidement maintenant avec l'apport de Damien, qui n'hésitera pas à intervenir lorsqu'il le souhaitera. On a plusieurs sujets à dérouler. On va attaquer avec un sujet qu'évoquait d'ailleurs Damien à l'instant, qui est les due diligence, puisque c'est par ça qu'on démarre généralement une opération, et qu'effectivement, dans le contexte de confinement, de télétravail, etc., déjà sur le plan pratique, il y a un certain nombre de problèmes à régler. Bon, c'est pas les plus difficiles, et il y avait déjà pas mal de choses qui étaient en place. Les data rooms électroniques étaient déjà largement utilisées. Je pense qu'elles deviennent maintenant la règle dans 100% des opérations. Il restait aussi parfois, je signale, des data rooms physiques pour des documents ou des parties d'informations de renseignements particulièrement confidentielles qui étaient accessibles uniquement dans une data room physique, parfois euh, entre avocats uniquement. Donc on donnait accès chez nous ou dans un autre cabinet à certains types de documents avec un contrôle à l'entrée et à la sortie très, très ferme. Ce type de data room physique, évidemment, n'est plus possible en ce moment. Mais bon, il y a des solutions aussi électroniques de ce point de vue-là. Donc je pense que c'est pas, in fine, on s'en sort, c'est pas un frein. Davantage embêtant, je pense, pour les acquéreurs, pour les opérateurs, c'est le fait de ne pas pouvoir faire de visite sur site et de ne pas pouvoir rencontrer physiquement, en tout cas, les managers, ce qui limite les interactions. Et on sait que pour une intégration future, c'est quand même mieux de pouvoir parler directement face-to-face. Mais bon, je pense qu'on est tous en train de s'habituer progressivement à passer par d'autres moyens. Donc même de ce point de vue-là, je pense qu'on trouvera des solutions. En revanche, peut-être Damien, je ne sais pas si sur ce côté pratique, qui est peut-être deux, trois aussi observations. Oui, sur le côté pratique, comme vous le disiez, Jean-Claude, c'est vrai que on travaille quand même depuis longtemps déjà sous format data room électronique, à part, comme mentionné, pour des documents particulièrement sensibles. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu de data room physique, hein. C'est peut-être plus contraignant pour les management press. Nous, en tout cas, en tant qu'acteur industriel, la réalité, c'est que on a peut-être un avantage compétitif de ce côté-là. Nos cibles, en général, on les connaît déjà et on fait des transactions avec des gens qu'on connaît. Donc, c'est pas la première fois qu'on aurait l'opportunité de les rencontrer. En général, on les a déjà rencontrés, le contact, il existe. Et donc, on peut continuer les interactions par voie électronique comme on fait aujourd'hui. Et ça pose pas de problème. Les aspects logistiques, il y a quelques contraintes, mais ils se traitent finalement assez facilement. Alors, c'est vrai que là aussi, nous, on n'est pas sur une activité, enfin, c'est pas le cœur pour des activités industrielles où il y aurait des visites de sites qui seraient importantes, des expertises environnementales. C'est sans doute beaucoup plus compliqué en ce moment. Après, ce n'est pas des types d'opérations sur lesquelles nous, on est actifs. D'accord. Mais c'est intéressant la remarque que vous avez faite parce que je pense que c'est un peu le fil rouge, ça rejoint ce que Julien disait et ce que je pense aussi Sonia nous expliquera tout à l'heure. En guise de fil rouge pour le sujet d'aujourd'hui, je pense que le fait que les acteurs connaissent le business ou se connaissent même d'industrie à industrie et d'opérateur à opérateur, sera un facteur déterminant dans le fait que les opérations pourront continuer dans cette période et même après. Peut-être pour continuer et terminer sur les due diligence qu'on constate en revanche de manière plus importante, parce qu'on a vu que l'aspect pratique pouvait être, on arrivait à trouver des solutions, mais sur le fond, il y a de nouveaux sujets qui apparaissent ou qui sont apparus, ou bien des sujets qui sont beaucoup plus approfondis qu'ils pouvaient l'être auparavant.
Je donnerai peut-être un ou deux exemples. Par exemple, tout ce qui concerne la solidité de la structure contractuelle, aussi bien côté client que prestataire ou fournisseur de la cible, est évidemment un domaine qui sera regardé de manière beaucoup plus approfondie, notamment pour vérifier s'il y a des clauses de force majeure, des clauses d'imprévision ou d'exclusion de l'imprévision plus exactement, qui permettraient à la contrepartie soit de sortir, soit de résilier avec ou sans pénalité. Ça, c'est des éléments qui sont évidemment à creuser. Peut-être un autre élément aussi, c'est tout ce qui concerne la partie sociale, où là, on regarde le niveau de protection des salariés, on regarde ce qui a pu être mis en place aussi pendant la période. Est-ce que les usines continuent à tourner et dans quelles conditions de sécurité pour les salariés? Et ce que moi j'ai vu sur une opération récente, c'est la création par le vendeur d'une prime Covid pour précisément à la fois inciter les salariés à continuer de travailler, à faire tourner la boutique, si je puis dire, mais aussi à reconnaître l'investissement des salariés dans cette période particulièrement difficile, avec un engagement donc qu'ils souhaitent souligner de la part de leurs salariés. Je ne sais pas si Damien, vous avez peut-être un ou deux autres exemples que vous avez pu voir. Oui, bon, évidemment, il y a tous les aspects euh, exposition et gestion de la crise et validation des hypothèses de business et plans de continuité qui sont examinés plus du côté opérationnel et financier. Sur les aspects aussi purement juridiques, outre le point essentiel que vous avez mentionné sur l'exécution des contrats, les demandes de renégociation qui sont assez fréquentes en ce moment de la part des clients ou vis-à-vis des fournisseurs, les points essentiels que nous, on a pu voir dans nos deals. Un point qui peut être oublié, mais qu'il faut avoir en tête, pas nécessairement en France, mais sur les engagements de retraite. La crise peut avoir eu sur certaines activités un impact assez important sur les déficits des fonds de pension, en particulier dans des pays comme les États-Unis, Angleterre, et donc un impact financier assez significatif sur les déficits que l'entreprise devra combler dans les mois, voire les années à venir. Il y a également la question du recours aux aides gouvernementales qui a pu être fait et du respect des conditions qui y sont associées. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait du report de charges, du report de paiement d'impôts. Ça s'accompagne de conditions souvent, par exemple sur le non-versement de dividendes, rachat d'actions. Donc il faut bien s'assurer au moment de la due diligence de l'état de l'utilisation des mesures gouvernementales, de l'état des reports de trésorerie. Et bien sûr, c'est des mesures, la gestion prudente du cash dans cette période est absolument cruciale, mais il faut qu'elle soit totalement transparente entre l'acheteur et le vendeur. Sinon, on peut avoir des surprises quand il y a eu des modélisations qui auraient pu être affectées par les mesures temporaires prises pendant la crise. Donc, et j'imagine que vous allez rebondir là-dessus, nécessairement, donc ces questions qui sont examinées avec plus d'attention pendant la due diligence vont se traduire dans les contrats, dans les SPA par des déclarations renforcées sur ces sujets-là, en général. Oui, tout à fait. Tout à fait. Juste peut-être un ou deux autres sujets auxquels je pensais, c'est évidemment le corpus d'assurance. On sait qu'en ce moment, c'est un domaine qui peut être clé pour faire face à la pandémie, voir par exemple s'il y a des assurances de perte d'exploitation et dans quelles conditions. Ça peut être important. Et puis, mais bon, c'est normal que Damien le mentionne pas parce que c'est une évidence pour une société comme Atos, mais la solidité euh, du réseau, hein, de l'accès au réseau de l'infrastructure Internet peut être aussi un élément important si l'entreprise fonctionne en télétravail, par exemple. Donc ça peut être aussi un point à vérifier sur les contrats IT, les conditions d'accès au réseau et fondamentalement la point de vue opérationnel, la solidité de l'infrastructure, évidemment, mais ça, c'est pas juridique. Ça. Euh, le côté financement est évidemment important et en lien avec ça, les relations avec les autorités locales, régionales et nationales peut aussi être un élément important, que ce soit parce qu'il y a des aides financières qui auront pu être accordées, mais aussi dans le cadre du contrôle des investissements étrangers, sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais avec le renforcement
de la réglementation dans ce domaine-là, ça peut être aussi important de s'assurer de la bonne qualité des relations de la cible avec les autorités, que ce soit encore une fois locales, régionales ou nationales. Comme le disait Damien, le pendant des due diligence, c'est les garanties de passifs. Et effectivement, ce qu'on a constaté avec la pandémie, c'est le renforcement d'un certain nombre de clauses concernant les sujets qu'on vient d'évoquer, les nouveaux sujets de due diligence, que ce soit la validité des contrats, on doit s'assurer que les contrats ont été valablement exécutés et qui sont solides. Ce qui est intéressant en revanche aussi, c'est de voir que, à l'inverse, la connaissance que l'acquéreur peut avoir de l'environnement de la cible, et notamment par conséquent de la pandémie, sera généralement un élément qui viendra limiter le champ de la garantie de passif. Et donc l'acquéreur ne pourra pas venir dire, écoutez, je constate post-acquisition qu'il y a un problème parce que la pandémie a entraîné la perte de tel ou tel contrat ou la perte de tel ou tel marché. C'est évidemment une donnée qui est connue de tous, et donc en particulier de l'acquéreur, et qui sera donc difficile de justifier de pouvoir faire des réclamations sur cette base-là, ce qui fait que ça rend d'autant plus important la qualité de la rédaction des clauses de garantie de passif si on veut couvrir des sujets spécifiques, pour éviter de tomber dans cette exclusion générale de la connaissance de l'acquéreur liée au fait que la pandémie était évidemment une donnée largement publique. En liaison peut-être avec ce sujet de la garantie de passif, il y a un élément qu'on voit souvent qui est la répétition ou la réitération des garanties qui sont données au signing et qui sont répétées au moment de la réalisation, au closing. C'est une clause relativement standard. Évidemment, dans le contexte actuel, si vous êtes conseil du vendeur, il faudra essayer de ne pas avoir à donner cette garantie supplémentaire de pouvoir réitérer en l'état les garanties de passif, ou bien plus efficacement, je pense, si on veut trouver un accord entre les deux parties, puisque évidemment l'acquéreur, lui, aura le souci d'être protégé à cet égard, trouver un compromis sur dans quelle mesure pourra-t-on refléter, soit dans le prix, soit par d'autres moyens, des éventuels changements de la situation majeure entre le signing et le closing, ce qui sont des situations qui, évidemment, on a connues et qu'on sera sans doute appelé à connaître à nouveau dans le futur. Voilà pour ces éléments sur la garantie de passif. Ça nous conduit à évoquer un peu cette période entre signing et closing, et puis les conditions que les acquéreurs vont souhaiter mettre pour s'assurer que la situation de l'entreprise reste ou demeure relativement correcte et bonne et ne subit pas d'impact trop négatif. Et donc à cet égard-là, il y a deux types d'approches qu'on voit dans les contrats de SPA et de M&A. On voit soit ce qu'on appelle des clauses de MAC, des clauses de changement majeur, Material Adverse Change, soit des conditions suspensives qui peuvent retrouver une forme de clause de MAC, ou bien d'autres types de conditions suspensives sur lesquelles on pourra revenir après. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une façon générale, les clauses de MAC sont standards et très habituelles sur un marché comme le marché des États-Unis, qui est le marché leader de loin en ce qui concerne les volumes et les valeurs en acquisition. En revanche, en Europe, c'est beaucoup plus rare, en tout cas avant pandémie, de voir des clauses de MAC. Bon, il ne faut pas se cacher que ce sont des clauses qu'on voit réapparaître depuis quelques temps. Damien, c'est votre expérience aussi, je crois. Les clauses de MAC, c'est vrai qu'on en voit moins en France qu'aux États-Unis, mais elles étaient quand même toujours là. Ce qu'on peut dire, c'est que généralement, et il n'y a pas de, elles sont toujours rédigées de façon assez spécifique, mais de façon générale, ces clauses-là couvrent surtout des événements qui affectent de façon disproportionnée un acteur par rapport à l'autre. Si l'effet est uniforme et mondial, comme c'est le cas de cette pandémie en général, il y a peu de chances qu'elle joue. Donc les clauses dans l'état où elles étaient rédigées avant Covid souvent ne s'appliquaient pas, et celles qu'on a pu voir insérées depuis, moi mon expérience personnelle, c'est que les pandémies en général sont spécifiquement exclues, ou la potentielle occurrence d'une deuxième vague va être spécifiquement exclue justement de la clause de MAC, puisque si on fait une opération maintenant, d'une part, on sait que c'est arrivé ces derniers mois, et d'une part, tout le monde est plus ou moins conscient qu'il y a un risque de résurgence, que d'incertitude sur le redémarrage de l'activité.
Donc ça serait assez unfair de faire supporter uniquement ce risque aux vendeurs. Oui, tout à fait. Je crois que c'est. Ouais, Vas-y, Julien. oui, j'abonde totalement dans le sens de Damien. On les a vus réapparaître, y compris pré-Covid, hein, ces clauses de max sur un certain nombre de dossiers sur lesquels on travaillait. Mais effectivement, quasi systématiquement focalisé sur un effet disproportionné sur la cible. Hein. Elles étaient effectivement difficiles à faire accepter par les vendeurs. Peut-être à Oui, cet c'est ça. égard, il y a eu un premier contentieux aux États-Unis sur une opération qui avait été signée tout début du Covid. C'est la cession par L. Brands de Victoria's Secret, un fonds d'investissement qui s'appelle Sycamore. Donc le fonds a évidemment, hein, dans le secteur du retail, l'impact de la crise est énorme. Donc le fonds a voulu sortir de la transaction et a attaqué le vendeur pour faire résilier le contrat de vente. C'est pas sur la clause de MAC qui pourtant existait qu'il a attaqué, mais sur le respect des clauses de la période intermédiaire. Et évidemment, il faut être très prudent et respecter les obligations qu'imposent les autorités de la concurrence quand l'opération est soumise à approbation et cette approbation n'a pas été obtenue. Il est important en fait de continuer de gérer, que le vendeur gère la cible en bonne intelligence avec le vendeur, en particulier eu égard aux mesures exceptionnelles que le vendeur pourrait prendre pendant cette période. Le terrain sur lequel a attaqué l'acquéreur et que les mesures qui avaient été prises sans concertation faisaient perdre beaucoup de valeur à la cible. C'était essentiellement des mesures de fermeture de boutique, ce qui, je pense que le vendeur n'avait pas vraiment le choix. Donc il faut une gestion fine. Bon, ce cas n'est pas allé jusqu'au bout, a été transigé, donc le deal ne s'est pas fait. Mais c'est intéressant de voir que c'est sur les clauses de gestion de la période intermédiaire que l'acquéreur a attaqué pour sortir. Oui, c'est pas surprenant parce qu'effectivement, ces clauses de MAC qui sont un peu vues comme la panacée parfois, et surtout quand la pandémie est arrivée, en réalité, quand on va au bout des choses, sont pas si efficaces que ça, puisque précisément, comme le souligne également Julien, les vendeurs n'accepteront pas ce genre de clause généralement, et donc il y aura une exclusion, comme on le voit de façon assez classique de toute façon, pour les événements externes qui affectent l'ensemble de l'industrie, par exemple, l'ensemble d'un pays, ou l'ensemble de l'économie d'un pays. Donc, la pandémie, c'est l'exemple type d'événements qui normalement ne devraient pas faire jouer une clause de MAC. Ce qu'on peut voir en revanche, c'est des conditions suspensives, par exemple liées à la conclusion d'un nouveau contrat ou au renouvellement d'un marché, qui dépend donc d'un tiers, mais qui lui-même peut éventuellement être indirectement affecté par la pandémie. Mais en revanche, ça, on pourra le cibler très précisément et dire, bah, si le marché ou si 80% des marchés ne sont pas renouvelés avec tel ou tel client, ça pourra déclencher une condition suspensive qui permettra à ce moment-là de ne pas clôturer l'opération, et c'est pas nécessairement un problème que ce soit côté vendeur ou côté acquéreur, parce que les bases de l'opération auront été complètement modifiées ou altérées. En termes de conditions suspensives, ce qu'on voit aussi, et ça c'est plus classique, c'est les conditions suspensives réglementaires également. Là-dessus, ce qu'on peut souligner, c'est que, d'abord, je reviens sur le renforcement des contrôles des investissements étrangers en France, puisque maintenant, en tout cas à partir du 1er juin, si j'en crois la publication à venir du décret, les opérations d'acquisition de plus de 10% du capital dans les secteurs entre guillemets protégés devront faire l'objet d'une autorisation préalable. Donc, secteurs qui ont été largement étendus, y compris tout récemment donc sur volonté de Bruno Le Maire au secteur de la biotechnologie, les biotech, ce qui évidemment fait écho à toutes les recherches, tous les travaux qui sont menés en matière de recherche de vaccins et de traitements pour le Covid-19. Et donc dans ce contexte-là, on peut se poser la question de savoir si les délais d'autorisation préalable, que ce soit autorisation du Trésor ou autorisation de l'autorité de la concurrence par exemple, voire de la Commission européenne pour la partie contrôle des concentrations, seront respectés, ou si on doit faire face à des délais allongés. Et la réponse n'est pas nécessairement totalement homogène. Côté Trésor, moi, ce que j'ai constaté sur les opérations que j'ai conduites récemment, c'est que le Trésor se fait plutôt, fait en sorte que les opérations puissent être conduites dans des délais normaux, et donc fait l'effort de faire les examens, de revoir les dossiers
en respectant les délais qui sont donc de 30 jours à compter de la remise du dossier, pour autant que le dossier soit complet, évidemment, et 75 jours supplémentaires si 75 jours en tout, si le dossier, donc 45 jours supplémentaires, si le dossier passe en phase 2, c'est-à-dire que le Trésor et les ministères concernés demandent des engagements à l'acquéreur pour pouvoir valider l'opération. Moi, les contacts que j'ai eus avec le bureau Multicom au Trésor m'ont clairement fait comprendre que ces délais seraient respectés, sachant que, petit changement aussi dans la réglementation depuis le 1er janvier 2020, si au bout des 30 jours ou des 75 jours, selon le cas, le Trésor ne s'est pas prononcé, ça équivaut à un refus de l'opération, ce qui change évidemment un peu la donne en termes de pression pour le Trésor, qui n'a plus vraiment cette pression qu'il pouvait avoir auparavant, puisque c'était exactement l'inverse, au bout des 30 jours ou des 75 jours, ou en tout cas du délai d'examen à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de délai fixe, l'opération était réputée autorisée. Je ne sais pas si Julien ou Damien, vous avez des expériences particulières. Ce que j'ajoute simplement peut-être avant, c'est que sur le côté autoriser la concurrence, en revanche, aux commissions européennes, là très clairement, le message avait été passé aux opérateurs, aux acteurs. Ne déposez pas de dossier et on n'est pas en mesure de les traiter. Et si vous le faites, ça prendra beaucoup plus longtemps que ce qui est d'ordinaire. Juste peut-être signaler, oui, en effet, hein, il y a un risque d'allongement des délais. Toutefois, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en effet, les autorités dans les différents pays essayent d'assurer une continuité opérationnelle, comme nous tous, et de poursuivre l'examen des dossiers. Et il y a un deuxième effet qui va jouer et qui est lié à ce qu'on exposait au début de cette présentation sur l'état du marché. Nécessairement, le pipe qui était assez plein hein, au début de la crise va commencer à se vider un petit peu. Il y a moins d'opérations qui rentrent puisque les opérations, le marché est un peu ralenti. Et donc, a priori, s'il y a des nouvelles opérations, elles pourraient se faire, je dirais, sans trop de délai. Peut-être un point d'attention s'il y a des opérations aux États-Unis. Nous, ce qui nous est remonté, c'est que le CFIUS, quand même, qui était de plus en plus actif, hein, comme demeurant, puisque le champ a été étendu aux États-Unis aussi, comme il l'a été en France. Le CFIUS a pris un peu de retard, mais c'est surtout parce qu'il y avait eu une réforme aussi aux États-Unis qui nécessitait des examens plus approfondis et une intervention d'un nombre d'acteurs un peu plus important. Donc il y a un double effet, à la fois Covid, mais à la fois réforme et complexification de la procédure qui conduit à des délais en ce moment relativement longs pour les procédures CFIUS qui sont d'investissement étranger aux États-Unis. Oui, tout à fait. Je crois que c'est tout à fait le cas et c'est un élément à prendre en compte et qu'on constate maintenant et qu'on applique dans les contrats depuis quelques temps, depuis quelques semaines maintenant. C'est que la date butoir qu'on fixe généralement pour donner une certaine forme pour cadrer l'opération et donner une certaine forme de sécurité aux vendeurs, même si à l'acheteur, mais surtout aux vendeurs que l'opération se fera au plus tard à telle date. On essaie toujours d'évaluer à peu près la durée maximale avec un petit buffer de ce que prendront la réalisation des conditions suspensives. Là, évidemment, les délais pour cette date butoir ont été augmentés en conséquence, mais il n'y a pas vraiment de sujet de conflit entre acheteurs et vendeurs là-dessus. On arrive à se mettre d'accord assez facilement parce que c'est une donnée de marché qu'il faut maintenant intégrer résultant de l'allongement de ces délais. Peut-être aussi, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais je pense on peut y revenir un instant sur la gestion de cette période intercalaire, dont on a vu donc certains s'étaient servis pour défaire des opérations et remettre en cause des opérations. Il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, ce qui arrive très souvent, c'est que la garantie et les engagements qui sont pris par le vendeur, que ce soit au titre de la garantie passif ou au titre des engagements de gestion entre signing et closing, sont sanctionnés par la remise en cause de l'opération potentielle, ce qui n'est pas nécessairement moins le cas en Europe, où même si on est censé réitérer les garanties de passif et respecter un certain nombre d'engagements au titre de cette période intercalaire que j'évoque à l'instant, c'est sanctionné plutôt par des dommages et intérêts que nécessairement par la remise en cause de l'opération, sauf si ça atteint des niveaux tels que ça remet effectivement en cause l'économie du deal. Mais donc, évidemment, cette période intercalaire est devenue un champ d'attention particulier par les acquéreurs qui ont souhaité contrôler autant que possible un certain nombre d'éléments.
je mentionne, et on y reviendra, la gestion du cash, évidemment, les conditions, les financements, les nouveaux financements qui sont mis en œuvre. Tout ça est évidemment un sujet de très près. Les conditions, les adaptations aux conditions de travail, les mesures de sécurité qui sont prises. Et éventuellement, il peut aussi y avoir des mesures que l'acquéreur va demander au vendeur de mettre en œuvre si ce n'était pas le cas auparavant, par exemple côté data protection, ou bien des mesures de type contingency plan. Est-ce que vous êtes prêt pour la deuxième vague de la pandémie si jamais elle arrive? Et faites en sorte de l'être si vous n'êtes pas encore et prenez les mesures pour. Sous-entendu également, faites les dépenses qui sont nécessaires à cet égard, ce qui pourra ou non avoir un impact sur le prix. On en reparlera peut-être. Mais donc cette période intercalaire fait l'objet de beaucoup d'attention, comme je le disais. La difficulté signalée par Damien tout à l'heure, c'est qu'en période, si on est soumis au contrôle des concentrations, cette période-là ne doit en principe pas donner lieu à une cogestion par acquéreur et vendeur. Donc l'acquéreur peut avoir un certain nombre de points de contrôle nécessitant son accord préalable. En revanche, ça ne doit pas aller jusqu'à un stade où ça revient en fait à donner à l'acquéreur la codirection de l'entreprise et tout ce qui est gestion du quotidien, décision normalement de type financement, type nouveau marché, dès lors que ça ne dépasse pas un certain seuil du cours normal des affaires, ne devrait pas faire l'objet d'autorisation préalable. Évidemment, ce qu'on a constaté, c'est que les seuils avaient plutôt tendance à être abaissés par les acquéreurs qui veulent contrôler au maximum. Et lorsqu'on est dans cette période de contrôle des concentrations, s'il y a lieu, ça peut être un sujet, puisqu'on peut être sanctionné par les autorités de la concurrence pour gun jumping dans ce cas-là. On a vu que, notamment en particulier en France, l'autorité de la concurrence était particulièrement vigilante. Donc c'est un sujet à regarder de très près. Je ne sais pas si Damien ou Julien, vous avez des expériences particulières dans ce domaine-là en période de pandémie, mais moi ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement ces clauses-là étaient beaucoup plus développées qu'elles ont pu l'être auparavant. Dans les contrats qu'on a pu signer du côté acquéreur, hein, ce qu'on a essayé de légitimer, il y a une volonté d'avoir une bonne visibilité, donc les clauses d'information, en tout cas pendant cette période, sont renforcées. Je crois qu'on peut. Les autorités sont pragmatiques. Hein. On a maintenant pas mal de guidance sur ce qui est fait et ce qui peut ne pas être fait. Tout consiste à être raisonnable et en effet fixer un seuil de matérialité qui est pertinent compte tenu de la taille de l'opération, que les mesures, mais par définition, ce sera souvent le cas. Hein, les mesures importantes de gestion de la crise qui vont être prises pendant ces périodes seront assez impactantes pour l'activité de la cible. Et donc, si elles sont impactantes, elles ont vocation quand même à être soumises à l'acheteur. Donc, c'est un petit peu une ligne de crête sur laquelle il faut marcher, mais c'est quelque chose dont on a déjà l'habitude. Et finalement, je ne pense pas que le contexte pandémique renforce définitivement l'attention aux différentes mesures qui sont prises pendant cette période et à la façon dont elle est gérée. Mais la balance sur l'immixtion dans l'activité de la cible est déjà un problème qu'on traitait avant et qui reste fondamentalement le même. Oui, c'est pas faux, effectivement. Peut-être un autre élément lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'allongement des délais pour les autorisations et autres conditions suspensives dont la réalisation commande le closing et la clôture de l'opération, c'est que cet allongement des délais peut avoir évidemment un impact sur la performance de l'activité de l'entreprise. Et c'est des éléments qu'on pourra éventuellement retrouver dans la valorisation, ce qu'on évoquera dans un instant avec Sonia. Plus cet allongement du délai est important, plus évidemment les références en matière de valo et de valorisation seront potentiellement impactées. Peut-être encore deux éléments rapidement. Le premier, c'est sur un sujet qui était devenu un peu le sujet coqueluche de toutes les présentations M&A, c'est-à-dire l'assurance de garantie de passif, qui est devenu ou qui serait devenu la panacée et qui permettait de régler en un tour de main toutes les négociations sur les garanties de passifs, puisqu'il n'y a plus tellement besoin de négociation, puisque c'est l'assurance qui couvre tout et que le vendeur n'est plus tellement concerné. Bon, d'une part, c'est pas tout à fait exact parce que même lorsqu'il y a une assurance de garantie de passif, les assureurs insistent pour qu'il y ait une négociation normale des éléments de garantie de passif et de ces clauses-là. Et l'autre chose, c'est que pendant cette période, on aurait pu imaginer que les assurances de garantie passive deviendraient peut-être encore plus nécessaires. Moi, j'ai pas constaté d'augmentation pandémique de ce type de solution. C'était déjà maintenant assez courant.
ça continue, mais je ne vois pas nécessairement d'augmentation. En revanche, ce que je constate, c'est que lorsqu'il y a une garantie de passif, ce qu'on a évoqué au tout début sur la due diligence, avec des sujets qui sont renforcés, des revues plus approfondies sur un certain nombre de thèmes, évidemment, la compagnie d'assurance qui accepte de couvrir le risque demandera le même type de vérification approfondie et creusera davantage un certain nombre de sujets. Et inversement, il y aura un certain nombre d'exclusions qui n'existaient pas auparavant, mais qui vont apparaître. Et évidemment, vous me voyez venir, le Covid-19 est maintenant partie des exclusions standards que les compagnies d'assurance peuvent prévoir dans leur police, c'est-à-dire que tout est couvert sauf ce qui peut résulter de la pandémie ou de toute forme de pandémie d'ailleurs. Maintenant, les clauses ont été retravaillées et élargies. Euh, voilà sur les garanties de passifs. Je voulais peut-être qu'on termine cette partie-là, j'espère pas trop longue, sur un élément évidemment clé, c'est la signature, puisque tant que le deal n'est pas signé et closé, tant qu'on n'a pas échangé les documents, tant qu'on n'a pas fait cette réunion dans des salles de réunion, on se retrouve à 20, 30, 40, 50 parfois, voire plus, avec des fichiers les uns après les autres, et des tonnes de documents à signer et à parapher, ce qui généralement énerve beaucoup les clients. Même si on essaie de faire ça de manière aussi efficace que possible, ben, en ce moment et depuis plusieurs semaines, c'est impossible. Et donc on est maintenant contraint, parce que les opérations se font quand même, d'utiliser une technique qui était déjà en cours, hein, pré-pandémie, et qui commençait à se développer pas mal, mais maintenant ça devient la règle. Et il y a une accélération de ce système de e-signature avec des solutions qui sont maintenant en place, qui l'étaient déjà auparavant, qui étaient déjà certifiées conformément à la directive en la matière, mais on voit maintenant que c'est devenu la règle, et c'est assez amusant de voir comment un certain nombre de comportements qui devenaient encore complexes, où il y avait un certain nombre de réticences, où on préférait parfois quand même faire un closing physique pour un certain nombre de raisons, là maintenant évidemment sont complètement balayées, ces certitudes qu'on avait auparavant, et que maintenant tout le monde s'adapte et on passe à la e-signature. Je crois que Damien, vous avez déjà depuis longtemps une solution en place. Oui, tout le monde a l'expérimenté, enfin l'avait déjà fait. Bon, parce que il y a toujours une certaine pudeur en France qui est due un peu au code civil sur ces sujets-là, même si maintenant la signature électronique est totalement valable juridiquement et historiquement elle est beaucoup plus commune dans les pays anglo-saxons. Je crois que l'épisode actuel va aider à lever les dernières pudeurs et on va aller vers une généralisation de la signature électronique. Les gens se rendent compte que elle est tout aussi fiable et ne présente pas d'inconvénients particuliers. Donc, je pense que les dernières pudeurs vont être levées. C'est déjà le cas. Oui, tout à fait. Et moi, j'avais déjà des clients qui auparavant ne comprenaient pas pourquoi cette solution n'était pas généralisée sur l'ensemble de la place, et qui disaient, mais moi, mon signataire dirigeant haut placé refuse de venir passer le moindre temps dans un cabinet d'avocat ou ailleurs pour faire ce genre de signature. Il est toujours par Mons et par Vaux, c'est impossible de le coincer. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit se développer. À l'inverse, une des opérations que j'ai signées pendant cette période, euh, avec un acquéreur japonais, les avocats japonais avec lesquels j'ai travaillé m'ont expliqué avec tout force déférence et formule de politesse que le président était le seul habilité à pouvoir signer ce genre d'opération. On ne souhaitait pas le mettre dans une situation où il pourrait avoir une hésitation quant à la procédure à suivre, qu'il n'était donc pas question de pouvoir atteindre sa réputation, et que donc on procéderait par signature par PDF, comme on peut parfois encore le faire de manière maintenant exceptionnelle. Et donc il y a encore des situations où le PDF et la signature en original et l'envoi par FedEx ou autre va continuer, mais ça va devenir vraiment l'exception, c'est clair. Bien, bah écoutez, j'espère que ce panégyrique, ou ce panorama plus exactement de l'adaptation du processus juridique M&A aura été relativement complet. Je pense qu'il faut qu'on aborde maintenant le cœur du sujet d'une opération de M&A qui est souvent dans les négociations, même si au départ les parties se sont à peu près mises d'accord sur le prix. En réalité, on découvre au fil de l'eau qu'elles ne sont pas vraiment véritablement d'accord sur le prix, et les éléments de valorisation et de prix
sont parfois gardés pour la fin, mais c'est pas nécessairement le moins important, au contraire, bien au contraire, et je crois que Sonia, vous allez pouvoir nous dire comment la pandémie affecte ces éléments qui sont évidemment clés de valorisation et de formation du prix. Oui, merci Jean-Claude. Effectivement, je voulais vous faire part de mes états d'âme d'évaluateur. On le sait, hein, un prix n'est jamais hors sol, il est lié à une valeur et en général, on met en œuvre des méthodes de valorisation pour parvenir à ce prix. Je ne vais pas vous surprendre, hein, toutes les méthodes usuellement utilisées sont affectées parfois durement par la pandémie, aussi durement qu'en 2008-2009 pendant la crise financière, voire même plus durement que pendant cette période qui était déjà assez compliquée pour nous, évaluateurs. Alors, si la société est cotée dans un marché normal, je dirais, normalement animé et liquide, évidemment, le cours de bourse est un indicateur clé et en général, c'est le point de départ des discussions entre vendeurs et acquéreurs, et il est d'usage que l'acquéreur offre une prime par rapport au cours de bourse, notamment s'il y a des synergies. Post-Covid, eh bien, on l'a vu, hein, les marchés se sont effondrés mi-mars, ils se sont repris, mais dans une très grande volatilité. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de certitudes, mais on en a une, c'est que les cours de bourse ne représentent pas la valeur à long terme de la société. Ils représentent beaucoup de choses, ces cours de bourse, beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes, probablement aussi un peu de stratégie spéculative, mais c'est compliqué de dire que ça représente la valeur de la société aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que ça reste un indicateur. Une société cotée, lorsqu'on fait une offre sur une société cotée et qu'on en prend le contrôle, ça se termine en général par une offre publique sous contrôle de l'AMF, et ça veut dire qu'il va bien falloir quand même faire cette analyse du cours de bourse et du positionnement du prix par rapport au cours de bourse, pré-Covid et post-Covid d'ailleurs, hein, que demandera l'AMF et les actionnaires minoritaires. Donc ça reste un indicateur, mais ce n'est pas vraiment une référence pour un prix aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des pratiques différentes, des expériences différentes, mais pour moi, c'est difficile aujourd'hui de fixer un prix par rapport au simple cours de bourse. Alors, on met en œuvre donc des méthodes, pour les sociétés cotées ou non cotées. On a deux grandes familles de méthodes. Vous savez, d'abord les multiples de marché, je viens de rappeler, et puis les méthodes dites intrinsèques sur la base des flux futurs de la société, donc d'un business plan, donc une méthode qu'on appelle DCF pour Discounted Cash Flow. Pour ce qui concerne les multiples de marché, alors c'est une méthode en général assez largement utilisée, notamment par les investisseurs, parce qu'elle est simple et puis elle a la réputation d'être objective. Qu'est-ce que c'est qu'un multiple de marché? C'est le résultat d'une division entre, d'un côté, la valeur de la société du secteur, et de l'autre côté, un agrégat représentatif de son activité, généralement un chiffre d'affaires ou un résultat d'exploitation. Et effectivement, si la société est cotée ou si la société a fait l'objet d'une transaction récente, eh bien ces éléments sont publics, sont disponibles publiquement, et il est donc assez facile de calculer des multiples à partir des cours de bourse pour les sociétés cotées, des comptes et des projections d'analystes quand on fait des multiples d'agrégats prospectifs pour donc déterminer ces multiples. Donc, en général, on établit un échantillon de sociétés comparables à la société cible dans le secteur, dans la même zone géographique, et on détermine donc le multiple pour chaque société, et on en tire par moyenne ou par médiane le multiple de marché. Alors aujourd'hui, post-Covid, évidemment, les cours de bourse, on l'a vu, on n'est plus trop sûr que ça représente la valeur de la société. Donc il va falloir faire des retraitements sur ces cours, faire des moyennes, voir sur quelle période. C'est pas simple, hein, d'autant plus qu'il faut faire ces retraitements sur chacune des sociétés de l'échantillon, sociétés qu'on ne connaît pas forcément intimement. De l'autre côté, les agrégats, même chose, on va pas retenir les chiffres d'affaires ou le résultat de l'année 2019, hein, c'est l'histoire avant Covid. On ne peut pas retenir les budgets 2020 parce que s'ils n'ont pas été remis à jour, ils sont faux. S'ils sont remis à jour, ils sont extrêmement dégradés et ce n'est pas normatif. Hein, on ne peut pas appliquer des multiples sur des agrégats qui ne sont pas normatifs. Du coup, il va falloir là aussi faire énormément de retraitements avec beaucoup de complexité parce que, comme je vous le disais, on ne connaît pas intimement chacune des sociétés de l'échantillon. Du coup, cette méthode, alors je ne dis pas que c'est impossible, hein, on peut toujours calculer des multiples aujourd'hui, mais c'est devenu compliqué. Et cette méthode, qui était une méthode réputée objective, mais du coup perd de son intérêt, qui est à la base l'objectivité. Il y a une méthode un peu subjective, puisque les retraitements sont quand même subjectifs. Du coup, il nous reste les méthodes fondées sur les flux futurs. Alors, méthode réputée complexe,
que les évaluateurs aiment beaucoup parce que ce sont des méthodes assez précises et assez robustes, mais que beaucoup décrivent parce que c'est effectivement, il y a une certaine subjectivité dans ces méthodes, puisqu'il faut un plan d'affaires, un plan d'affaires de la société, et puis un taux d'actualisation. Alors, plan d'affaires, vous allez me dire, aujourd'hui, post-Covid, c'est très compliqué à établir. Je ne dirais pas l'inverse, c'est vrai que c'est compliqué d'établir un business plan aujourd'hui ou de mettre à jour un business plan aujourd'hui. On voit d'ailleurs, la plupart des sociétés qui ont communiqué ont dit qu'elles étaient dans la capacité de donner la moindre guidance pour 2020 en mars, en avril, les 2 tiers de la code, je crois, à publier sur ce genre de choses. Bon, il n'en reste pas moins que les sociétés sont en train de remettre à jour leur budget et qu'elles vont s'attaquer à leur business plan. Et que dans le cadre d'une acquisition, moi, ça me semble quand même assez sain pour un acquéreur de s'intéresser, Julien disait tout à l'heure, de s'intéresser au business model de la société qu'il va acquérir. Il ne la connaît peut-être pas encore complètement. Si c'est un industriel du secteur, il connaît quand même le secteur, il aura des réflexes. Ça vaut la peine, franchement, c'est un très bon exercice pour lui que d'essayer de se projeter dans un monde post-Covid, d'imaginer quelle sera l'évolution du business model et puis d'imaginer quels seront les scénarios probables de sortie de crise. Et là, il pourrait être guidé par le vendeur. Le vendeur, s'il ne veut pas se faire plumer, si vous me permettez l'expression, évidemment, aura aussi intérêt à guider l'acquéreur et à faire part de ses propres. Cet exercice de business plan est intéressant, sera incontournable à mon avis. Moi, je pense franchement que c'est intéressant. Cet exercice de business plan est intéressant, sera incontournable à mon avis, en tout cas pour l'acquéreur, pour qu'il appréhende vraiment le business de la société et permettra peut-être, je l'espère, de parvenir à un accord entre acquéreurs et vendeurs. Alors hier, en préparant cette présentation, on s'était dit ça va probablement, c'est vrai, favoriser les grosses acquisitions industrielles, des acquisitions industrielles. Parce que c'est certainement plus facile pour un acquéreur du secteur d'activité de parler à un vendeur lorsqu'il parle un peu le même langage. Moi, je pense effectivement qu'au-delà des investisseurs financiers qui ont beaucoup de cash et qui voudront faire quelques emplettes, je pense que les premières acquisitions, ça risque quand même d'être des vrais deals industriels où acquéreurs et vendeurs réussiront effectivement, après avoir parlé, après avoir discuté, après avoir parlé le même langage, à se mettre d'accord. Alors peut-être sur d'abord un prix fixe, et puis ensuite une sorte d'earn-out. Le fait d'avoir fait des scénarios pourra effectivement baliser ce genre de situation. On pourra se mettre d'accord d'abord sur un prix fixe, puis ensuite sur un ajustement déjà à l'issue de la période transitoire, et puis sur un éventuel earn-out. Un tout petit bémol, l'earn-out, vous le savez, pour l'acquéreur, il faut quand même qu'il l'estime, parce que s'il établit des comptes en IFRS, il devra rentrer dans ses comptes la totalité du prix d'acquisition, y compris une estimation de l'earn-out. Donc ça ne l'exonérera pas de cet exercice d'évaluation quand même à 100% de la vraie valeur de la cible qu'il acquiert. Mais c'est quand même plus prudent et plus facile peut-être d'entrer dans un deal avec des prix établis en 2 temps. Et puis, on en parlait aussi hier, je pense que ça peut aussi favoriser les opérations en titre. Quand on n'a pas à fixer un prix absolu, une valeur absolue, un prix directement, c'est moins stressant. On se met d'accord sur des valeurs relatives entre deux sociétés du même secteur. Et ça pourra favoriser les deals, donc totalement ou partiellement en titre. Voilà, ça c'est Là-dessus, c'est intéressant de voir, je ne sais pas si c'est directement une illustration de ce que vous venez de dire, Sonia, mais le fait que l'opération en Fiat PSA ait été reconfirmée dans les mêmes conditions est peut-être justement une illustration quand même de ce que vous venez d'expliquer. En réalité, si les valeurs sont affectées d'une façon ou d'une autre, elles le seront de la même façon ou à peu près, et donc il y a une certaine homogénéité. Exactement, tout à fait. Et c'est effectivement quand même moins stressant pour un acquéreur et un vendeur de rentrer dans ce type de deal. Julien, vous avez... Effectivement, je confirme exactement cette logique. Les opérations en cash sont évidemment plus difficiles à justifier.
quand elles sont de taille importante, on a plus de réflexion effectivement, et je mentionnais le deal Amundi de 2009, hein, en sortie de crise dernière, était un exemple typique, hein, effectivement, de parité discutée à un moment donné entre acheteurs et vendeurs. On met en commun et on partage la détention, les risques à l'upside et au downside. Et effectivement, ça rend ces opérations-là aujourd'hui plus faciles à négocier que des deals en cash. Mais ça ne nous exonère pas néanmoins des analyses différenciées des impacts chez les uns et chez les autres. Et on a quand même ce débat qui arrive à un moment donné sur qui sera le plus impacté, même sur les deals en titre. Hein. Donc, il y a quand même une forme de complexité. C'est vrai parce qu'on voit bien que cette crise sanitaire touche de façon très spécifique chacune des sociétés. Dans le même secteur, les sociétés sont atteintes de façon diverse, il faut bien le dire. Et du coup, effectivement, ça n'exonère pas l'analyse au cas par cas. Et encore une fois, l'analyse sur la base d'un plan d'affaires, ça permet quand même de prendre en compte très précisément les spécificités de chacun. Et Sonia, en écho à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que la période intercalaire entre le moment où on se met d'accord sur un prix a priori au signing et puis le closing qui est beaucoup plus éloigné, est-ce que ça vous avez eu cette période allongée prise en cause dans les valorisations sur lesquelles vous avez pu travailler ou par rapport dans cette période? Pardonnez-moi, je me presse toujours pour ma paroisse de valuateur, mais si on a fait cette analyse assez précise, donc avec un 2020 qui a été bien étudié, bien analysé, qui prend en compte les effets terribles de cette pandémie de façon précise, on peut effectivement ajuster entre le signing et le closing des effets réels sur cette période. Et puis mettre à jour le cas échéant, hein, si effectivement on prévoit un ajustement de prix, mettre à jour le cas échéant l'année au moins 2020, des derniers événements. Bon, c'est pas impossible de le faire aussi lorsqu'on utilise un multiple de marché. Hein, lorsqu'on utilise un multiple de marché, la difficulté, c'est effectivement de trouver des agrégats normatifs, parce qu'on ne peut appliquer un multiple qu'à des agrégats normatifs. Et puis ensuite, lorsqu'on a trouvé donc une valeur normative, eh bien, on vient ajouter ou déduire tous les événements un peu exceptionnels, notamment de la période intermédiaire, donc en plus ou en moins de la valeur, selon le sens des événements, plutôt en moins au cas particulier. Peut-être, Jean-Claude, ce qu'on peut signaler à cet égard sur les mécanismes de prix, entre un débat souvent entre un mécanisme de type lockbox pro-vendeur ou ajustement, double ajustement .NET BFR plus pro-acquéreur, on a tendance quand même, compte tenu d'un allongement des délais, à aller plus vers ces mécanismes d'ajustement .NET BFR. Mais on retombera nécessairement sur le débat dont fait état Sonia sur ce qui est normatif ou pas quand on va calculer un BFR normatif, justement. Et donc la définition, Oui. il y a des négociations sur ce que constitue le BFR normatif ou pas et quel effet les différents effets qui sont liés ou pas à la vente. Oui, c'est clair, c'est clair. De façon précautionneuse, hein, je dirais, parce que ça peut effectivement entraîner des débats. Oui, c'est clair. Et puis, plus c'est compliqué, plus Sonia est contente, en fait. Je ne dirais pas ça. Mais oui, merci Damien d'avoir fait ce rappel, parce que je pense qu'il faut le dire. Avant pandémie, on était plutôt sur des deals en lockbox avec un pouvoir côté du vendeur, et donc on figeait le prix sur les derniers comptes approuvés, et le prix ne pouvait plus bouger sous réserve de quelques dépenses autorisées ou pas qui pouvaient intervenir entre le signing et le closing, ou depuis le 1er janvier plus exactement. Aujourd'hui, on est clairement plutôt sur des deals avec ajustement du prix au closing, voire même avec ajustement du prix postérieurement au closing, pardon, ce qui est la solution qu'offre l'earn-out, voire des clauses de paiement différées, voire des clauses de paiement de prix ou de prix avec clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire qu'on dit que si
telle et telle chose qui sont prévues mais qui sont à risque arrivent, il y aura un complément de prix qui sera payé à l'issue de la période sur lesquelles acheteurs et vendeurs se mettent d'accord. Donc on voit une multiplication de la diversité de méthodes de paiement du prix, de structuration du prix visant à essayer de faire face à l'incertitude liée à la pandémie et aux éléments de valorisation, c'est clair. Je rappelle, mais c'est pas spécifique à cette période, que les clauses earn-out ne sont pas nécessairement des clauses faciles à mettre en œuvre, qu'elles imposent un suivi très particulier et très attentif, et que pour que ça fonctionne, il faut que normalement côté vendeur, on ait un certain nombre de protections pour éviter que l'acquéreur, une fois que les propriétaires puissent prendre un certain nombre de mesures qui pourraient avoir un impact sur la qualité de la performance de l'earn-out, et inversement, l'acquéreur veut être aussi libre que possible une fois qu'il a fait l'acquisition d'organiser, de restructurer, de faire à peu près ce qu'il veut. Donc il y a une situation un peu conflictuelle, pas toujours facile à négocier et pas toujours facile à mettre en œuvre derrière non plus. On, on constate qu'il n'est pas rare de devoir faire appel à un expert ou un évaluateur pour calculer les montants des clauses d'earn-out, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur les interprétations qui ont pu être retenues, ni sur les mises en œuvre, la mise en œuvre de celles-ci. Et c'est vrai, vous avez raison, Daniel, tu as bien à rappeler pour le mécanisme d'ajustement de prix. Les earn-out avaient aussi un peu disparu, hein, ça faisait florès dans les années 2000. Ça avait un peu disparu, alors aussi peut-être parce que les normes IFRS ne s'y prêtent pas trop, hein, il faut les estimer. Mais en période de crise, c'est clair, on va les voir revenir parce que ça peut faciliter quand même certaines transactions. Il y a un peu des cycles sur les earn-out parce que c'est vrai que c'est un mécanisme qui permet de rapprocher des attentes de valorisation assez importantes du vendeur qui ne peuvent pas être de valorisation assez importante du vendeur qui ne peuvent pas être remplies, satisfaites immédiatement par l'acheteur. Et exactement comme le rappelle Jean-Claude, c'est des clauses très difficiles à mettre en œuvre. Les avocats, Jean-Claude titillait Sonia, mais les avocats aiment bien les clauses d'earn-out parce que c'est souvent on fait travailler le département M&A pour les rédiger et le département contentieux après pour les mettre en œuvre. Non, c'est vrai que les litiges d'acquisition portent souvent sur ces clauses-là. D'une part parce que la gestion de la cible qui est parfois entre les mains du vendeur peut avoir un impact sur le paiement au compte de ces montants d'earn-out. Et deux, parce qu'il y a des débats d'interprétation en comptabilité. Donc il faut une rédaction très stricte, très organisée de ces clauses-là. Et il faut y passer beaucoup de temps pour qu'elles puissent fonctionner et pour qu'elles soient adaptées. Tout à fait. Et mettre des exemples. On voit souvent un démarrage de négociations sur l'earn-out et puis pour finir, il nous arrive souvent de toper finalement sur un prix fixe, chacun prenant son risque in fine. Surtout en ce moment. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais d'ailleurs, enfin, Damien, est-ce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'opérations qui concernent des startups chez Atos, est-ce que c'est pas quand même un mécanisme que vous utilisez assez souvent parce que la performance future de l'entreprise qu'on achète dépend précisément du futur, et donc est-ce qu'on n'a pas quand même un avantage à utiliser ce type d'approche? Oui, c'est des clauses qu'on a beaucoup mises en œuvre à une certaine époque, mais on s'est aperçu justement qu'il y avait pas mal de contentieux. Et donc on a essayé de s'orienter vers des mécanismes de remplacement qui sont plutôt des mécanismes d'intéressement des vendeurs, d'intéressement en titres. On a la chance d'être une société cotée et de pouvoir offrir des titres, d'avoir des plans d'intéressement en titres. Et donc on essaye de mettre en œuvre plutôt ces solutions maintenant que des clauses d'earn-out qui sont par nature extrêmement difficiles, surtout dans les startups en fait, où nécessairement les vendeurs vont rester. Souvent, ce qui fait la valeur de la boîte, c'est les fondateurs, l'équipe dirigeante qui est en place, et ce sont des gens dont on veut qu'ils restent, et qui vont nécessairement avoir un gros enjeu à ce que la performance financière aille dans le sens du mécanisme d'earn-out qui leur est favorable. Et donc pour éviter ça et pour répondre aux besoins de rétention, on a tendance à s'orienter plutôt vers des mécanismes d'intéressement. Ouais, c'est très intéressant, merci beaucoup. Ouais. Un earn-out pour qu'il fonctionne,
soit sur une durée limitée, raisonnable. Un earn-out sur plus de 3 ans, honnêtement, c'est vrai que c'est très très compliqué. Ça veut dire que l'acquéreur gère de façon complètement indépendante la cible qu'il vient d'acheter, et c'est une vraie contrainte. Non, c'est clair. Bah, merci pour ces éclairages, c'était très intéressant. Il y a un dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui est pas négligeable, c'est la sécurisation du paiement, parce que dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, encore faut-il le payer, et en ce moment, vu ce qui peut arriver à certaines entreprises, certains acheteurs, certains opérateurs, ça peut être important de sécuriser le prix. Moi, j'ai l'impression qu'on voit un retour vers une multiplication ou une apparition plus fréquente des clauses de séquestre qui imposent de mettre une partie du prix en séquestre au signing ou de sécuriser d'une autre façon le prix via une garantie, voire une garantie bancaire. Est-ce que ce sont deux choses que les uns et les autres, Julien ou Damien, vous avez constaté également ou pas encore? Non, enfin, il y a une attention particulière sur les possibilités de paiement. Nous, comme je le disais, on met plutôt en avant notre situation cash favorable qui fait qu'on a des capacités absolument pas tirées sur nos lignes de crédit, etc. Donc, on peut démontrer assez facilement aux vendeurs qu'on n'aura pas de problème de paiement, surtout que les deals qu'on a fait étaient de taille relativement limitée. Évidemment, si on faisait une acquisition transformante pour plusieurs milliards, la question se poserait sans doute différemment. J'ai pas de. Après les mécanismes, nous en tant qu'acheteurs, en effet, mais ça c'est de façon générale, pour sécuriser la garantie de passif et les mécanismes d'indemnisation, bien avoir une partie du prix en séquestre, en effet pour s'assurer que le jour où on actionne ces mécanismes, on puisse avoir accès à des fonds. De mon côté, j'interviens beaucoup avec des acteurs régulés, et donc c'est une logique qui s'applique un peu moins. Oui, je pense que c'est plus mais effectivement, un sujet on voit par contre tous les corporate. Ouais. Côté corporate et côté fonds, lorsqu'il y a une condition de financement au paiement du prix, l'obtention d'un financement, évidemment, aujourd'hui devient une condition à regarder de très près parce que le financement lui-même sera sans doute conditionné à un certain nombre de choses et il n'est pas impossible que dans les conditions, il y ait éventuellement des éléments concernant une aggravation de la crise ou ce genre de choses qui donc rend encore plus conditionnel la sécurisation du paiement du prix le moment venu. Donc il faut faire prêter attention à ce genre de choses. Je voulais le mentionner avant qu'on termine ce panorama sur les différents aspects des opérations de M&A. Je vais laisser à chacun peut-être un petit mot de conclusion et puis éventuellement si on a des questions, on les prendra avec plaisir. Mais je ne sais pas si peut-être les uns et les autres vous voulez conclure sur un mot en particulier, sinon on pourra prendre les questions éventuelles. Écoutez, moi je voulais juste terminer sur le fait que des moments d'incertitude, de doute, comme ceux que nous sommes en train de vivre, sont assez porteurs pour la réflexion. Hein. Ce sont des moments qu'on a profit pour réfléchir. Réfléchissons au business model. Essayons d'y intégrer peut-être quelques éléments extra-financiers. Hein. C'est la mode, mais c'est beaucoup plus qu'une mode. Je pense que maintenant, il faut effectivement qu'on intègre dans toutes nos réflexions, y compris de performance financière, des éléments extra-financiers. C'est peut-être le moment d'y songer et d'essayer de faire en sorte qu'on évolue vers ceci. Très bien. Oui, Allez, Julien, vas-y. Je rebondis totalement sur le point de Sonia. Effectivement, on est dans une période assez déprimée en termes de M&A à court terme, mais comme je l'évoquais dans mon introduction tout à l'heure, on voit quand même beaucoup de réflexions sur le moyen terme se préparer. Donc on est quand même assez positif sur les perspectives. Et tout à fait, je pense que les sujets ESG notamment sont absolument critiques, deviennent un point de focalisation majeur de la part des investisseurs. C'était déjà le cas avant cette crise Covid,
mais je pense que ça le sera encore plus au tournant de la crise. Damien? Alors, je vous rejoins totalement et ce que je disais, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je voudrais peut-être reboucler sur le sujet, Jean-Claude, que vous aviez évoqué, qui sont les infrastructures informatiques, la cybersécurité. On réalise aujourd'hui l'importance de ces infrastructures. On réalise aussi l'importance d'être protégé. Je veux signaler que les attaques de cybersécurité, les attaques informatiques n'ont pas ralenti pendant cette période, bien au contraire. Certaines entreprises aux États-Unis, par exemple, ont fait état de ransomware avec des impacts prévisionnels assez colossaux sur leur chiffre d'affaires. Je pense à Cognizant qui a fait une annonce d'égard récemment. Je pense que ça met en lumière la nécessité pour nos opérations M&A de s'intéresser de très près à ces sujets lors de la phase de due diligence, de regarder de très près ces questions de cybersécurité et de data protection qui deviennent assez essentielles. Et ça rejoint justement les considérations extra-financières évoquées par Sonia et Julien. Oui, très bien. Merci pour ce rappel qui est important effectivement et je rejoins ce qui a été dit par Sonia et Julien effectivement sur l'ESG et puis l'élargissement du, euh, du cadre de réflexion, y compris sur le plan financier. Je pense que la dimension humaine également joue son rôle ou doit jouer son rôle davantage et c'est un peu ce que j'avais moi comme idée pour conclure en reprenant l'idée de ce fil rouge que j'avais au départ, qui est que je pense que plus les gens se connaîtront et plus il y aura cette relation humaine forte, plus les deals pourront se faire facilement. Et c'est pour ça que Sonia l'évoquait d'ailleurs pour les deals entre industriels. Je pense qu'on peut sans doute élargir le propos en disant que les deals intersecteurs entre des gens qui se connaissent pourront être menés plus facilement. Et c'est aussi peut-être pourquoi les deals par échange ou par papier ou via des joint ventures seront peut-être plus fréquents que des acquisitions pures et simples qu'on a pu le voir jusqu'ici. Il me reste donc à vous remercier très chaleureusement tous les trois d'avoir participé à ce webinar matinal co-organisé par le Cercle Montesquieu et l'EFB. Merci à Sonia Bonnet-Bertrand, merci à Julien Weber, merci à Damien Catoire et je vous dis à très bientôt à tous les trois. Merci. Merci Jean-Claude, merci à tous.